Merci beaucoup de participer à ce webinaire qui est présenté par la Cité de la RSE et de l'Impact. Ce webinaire s'inscrit dans une programmation plus générale de la Fondation Oikos qui fait la promotion de l'entreprise responsable. Je suis Nathalie Delabroix, consultante Oikos Impact en stratégie RSE. Notre expert du jour est Jean-Philippe Menuret, grand spécialiste de la formation, auditeur Calliope, mais ça, il se présentera lui-même. Donc, je lui laisse la place. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, un grand merci à Nathalie de m'accueillir pour ce webinaire consacré à la formation et surtout à l'utilisation de la formation comme outil d'intégration des nouveaux salariés. Donc, je me présente brièvement, Jean-Philippe Menuret. Donc, je suis consultant formateur. J'exerce principalement dans deux activités. La première, c'est tout ce qui tourne autour de la certification ISO et du management de la qualité, approche processus, etc. Donc, j'ai fait un webinaire il y a 2 mois sur ce sujet-là, sur la même antenne d'ailleurs. Et je suis, comme le disait Nathalie, auditeur Calliope, c'est-à-dire que j'audite les organismes de formation en vue de leur certification à l'horizon de fin de cette année. Alors, l'idée de ce webinaire m'est venue quand quelqu'un de très proche a voulu intégrer une entreprise. Il a été embauché par une entreprise, en fait. Et l'intégration de cette personne a été complètement ratée, ce qui fait qu'en fait, il n'a pas donné suite même à sa période d'essai. Alors, l'analyse est la suivante. Lors des entretiens d'embauche, l'entreprise avait promis à cette personne une formation, simplement parce que, comme ça arrive très très souvent, son CV et son expérience ne suffisaient pas au regard du poste à pourvoir. Donc, l'entreprise lui a dit, c'est pas grave, on va te former, tu vas voir, ça va aller tout seul. Donc, ok, intégration, début des premiers jours, et très très rapidement, en fait, l'apprenant, comme on dit maintenant, hein, le bénéficiaire de la formation, se rend compte que la formation, ça consiste à accompagner un technicien sur le terrain, à observer sa façon de faire, et ce qui n'est pas très motivant, hein, et surtout que le technicien, en fait, n'a pas vraiment, ne donne pas vraiment l'impression d'avoir envie de partager un savoir et transférer du savoir. Donc, en fait, mon ami m'appelle en me disant Jean-Philippe, il sait que je fais de la formation, c'est un de mes métiers, donc il me dit Jean-Philippe, je ne comprends pas, je dois être formé, etc. Je ne suis pas motivé, en fait, je ne comprends pas, je regarde, mais il ne se passe rien. Et donc, je lui explique en fait la méthodologie qui doit être suivie, et donc c'est l'objet de ce webinaire, c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous cette expérience pour mettre à votre disposition en fait la méthodologie que je propose dans ce cas de figure. L'objectif étant en fait que ce soit l'apprenant, la nouvelle recrue, le DRH, le personnel qui a investi dans un processus de recrutement n'aille pas à l'échec et que tous ces gens trouvent bénéfice finalement à faire une intégration réussie. Donc la première des choses à se dire, c'est que en fait la formation c'est un processus. Alors vous savez que je suis un spécialiste du processus, hein, je vous ai déjà fait un webinaire sur le sujet. Mais c'est un processus, c'est une sorte de définition qui m'appartient, qui permet d'apporter à une ou plusieurs personnes des compétences et des savoir-faire de façon à les rendre capables d'exécuter des tâches définies. J'ai mis capable en gras parce qu'en fait, c'est bien de capacité dont il s'agit, c'est pas seulement de savoir, mais de capacité à exécuter des tâches. Et donc, comme c'est un processus, en fait, la formation doit poursuivre des objectifs. Alors, grosso modo, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avant la formation, mon apprenant, mon bénéficiaire, mon stagiaire, mon élève, il a un certain nombre d'acquis, évidemment. Et à l'issue de la formation, on lui a apporté des compléments qui le rendent capable de répondre en termes de compétences, c'est-à-dire de répondre aux besoins de compétences du poste. Comprendre cette articulation-là, c'est déjà comprendre à quoi sert la formation. Et en fait, ça va nous permettre de travailler sur le sujet. Donc, ce webinaire va être décomposé en 4 parties qui correspondent en fait aux 4 phases d'un processus de formation. Alors, dans le webinaire, j'ai essayé d'être exhaustif, mais il est évident que chaque entreprise et même chaque cas particulier devra être adapté. Ici, je vous présente la méthodologie complète, le processus complet, mais il est évident que vous devrez adapter votre façon de faire
à la problématique qui se pose à vous et aux besoins en acquisition de compétences. Donc la première des choses à faire, la première phase, la phase 1, c'est d'identifier les besoins en compétences. Donc en fait, c'est le plan de ce webinaire. La phase 2, ce sera de concevoir votre parcours de formation, donc que ce soit pour une ou plusieurs personnes. La phase 3, évidemment, mettre en œuvre le parcours. Et la phase 4, faire le bilan de la formation. Donc, on va commencer par la première phase et je vous ai décomposé la première phase en 4 étapes, 5 étapes plus exactement. Donc, premièrement, définir les objectifs. À quoi sert la formation? Pourquoi on va former la personne? Deuxièmement, rendre les objectifs évaluables. On va évidemment revenir sur ces thématiques. Troisièmement, sélectionner les candidats, ce qui se fait aussi bien en interne qu'en externe, que ce soit un recrutement ou une formation interne. Évaluer les compétences mobilisables. Et cinquième étape, déterminer les compétences à acquérir par différence. Donc la première étape, en fait, définir les objectifs. Il va falloir travailler à d'abord lister les tâches à effectuer. En fait, une formation, ça conduit à être capable d'effectuer des tâches. Donc, pour cela, on va se servir, par exemple, des fiches de processus, des fiches de fonction, des procédures, des instructions, etc. Si tant est qu'elles existent. C'est là où on retrouve l'intérêt, d'ailleurs, d'un système qualité. Pour cela, on va impliquer les utilisateurs de la formation, c'est-à-dire les clients de la formation, c'est-à-dire le chef de service, le collègue, etc. Et on va donc en déduire les compétences à mobiliser pour exécuter le travail. À ce stade-là, on ne s'occupe pas encore de savoir si là où les personnes qui vont être recrutées ou être choisies en disposent ou pas. On fait un inventaire objectif des savoirs, des compétences qu'il va falloir pour exécuter le travail. Et on va libeller ces besoins de la façon suivante. On va se donner la règle d'écrire pour remplir sa mission, le salarié doit être capable de, avec des verbes d'action. Donc si par exemple, je veux former quelqu'un en maintenance, ben, à l'issue de ma formation, de la formation de cette personne, il devra être capable de démonter, remonter un organe en moins de 5 minutes, etc. Je vais vous donner plus tard, après dans l'étape 2, je vais vous donner des exemples concrets. Donc, première règle, étape 1, définir les objectifs, il doit être capable de. Deuxième étape, il faut absolument, et ça c'est un indispensable en termes de formation, et on sait bien quand on fait de l'audit de formation ou quand on travaille dans le domaine, il faut rendre au moins évaluables, sinon mesurables, les résultats du processus de formation. Donc ça c'est la deuxième étape, et c'est la clé, à mon avis, de la réussite des formations. C'est-à-dire qu'en fait, si je reviens à mon exemple de mon proche, c'est qu'en fait, il n'avait pas d'objectif évaluable. Ben, on va te former, tu vas suivre Jean-Pierre et puis tu verras comment il fait. Ça, ce n'est pas des objectifs évaluables. Donc, comment on va s'y prendre? Ben, on va travailler avec les clients, toujours pareil, donc le responsable de la maintenance, si c'est quelqu'un de la maintenance. Et je vous ai extrait quelques exemples pour vous permettre de concrétiser. En maintenance, par exemple, j'en parlais. Le candidat, à l'issue de sa formation, doit être capable d'identifier 4 électrovannes sur les 5 qu'on lui présente. Ça, c'est évaluable. On peut même mettre un temps pour éviter qu'il n'y passe 3 heures. Et à ce moment-là, quand on voudra évaluer si la formation sur le domaine des électrovannes a permis d'accéder au niveau requis, ben on mettra 5 électrovannes et on verra s'il en identifie au moins 4. Autre exemple en production, être capable d'identifier une non-conformité, de régler et de remettre la machine en marche en moins de 5 minutes. Il y a un chrono, on met la machine en marche. Par exemple, quand on apprend à piloter un avion, il y a un des tests qui consiste à dire je coupe le moteur et je regarde comment l'apprenti pilote, quel est le processus qu'il va prendre pour remettre en marche le moteur. On peut aussi, si on est dans l'agroalimentaire, dire il doit être capable de mettre en œuvre une démarche HACCP. En commerce international, on peut se référer à des tests reconnus en matière de langue, TOEIC, Bridge, etc. Et on peut évidemment, si besoin, utiliser des certifications professionnelles, c'est-à-dire il y a des référentiels de compétences, de blocs de compétences pour éventuellement aller encore plus loin.
Donc, dans tous les cas, on va devoir rendre l'objectif évaluable avec le client, c'est-à-dire qu'en fait, celui qui va décider du niveau auquel il faut accéder, c'est l'utilisateur de la personne formée. C'est un abus de langage, évidemment, vous avez compris. Mais ça va être d'être avec le client, on va définir le niveau requis pour la formation. Donc là, à l'issue de cette étape, on a la liste des compétences requises et les objectifs à chaque fois qui correspondent à ces compétences. La troisième étape, c'est la sélection des candidats. Bon là, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. À la différence près, c'est que on ne va pas faire coller la mission au candidat, mais on va faire coller le candidat à la mission. Souvent, dans mon parcours de consultant, j'ai rencontré des exemples où finalement, on avait une personne et puis on lui collait des missions, etc. En fait, ce n'est pas la bonne façon de s'organiser. Il faut prendre le problème dans l'autre sens, il faut voir de quoi doit être capable la personne et sélectionner les candidats au vu de ce qu'on attend d'eux. En fait. Donc maintenant, c'est quasiment acquis, tous les responsables ressources humaines savent ça. Hein. Donc en fait, on va utiliser le parcours dans l'entreprise, on va utiliser le parcours antérieur, si c'est un recrutement, son CV, les motivations, etc. La quatrième étape, et là, celle-là, elle est souvent oubliée dans le recrutement, c'est d'évaluer les compétences déjà mobilisables par mon candidat. En fait, à l'issue de l'étape 2, j'ai des objectifs évaluables. Donc, qu'est-ce qui m'empêche, quand un candidat se présente, de lui faire passer les tests, tout ou partie, on n'est pas obligé de faire la totalité, mais des tests qu'on a prévus. Je reprends l'exemple de la maintenance. Mon candidat dit « Non, non, les électrovannes, je connais tout ça. » Eh bien, écoutez, on se voit demain matin et puis on fait un petit test, on vous met 5 électrovannes et est-ce que vous pouvez m'en rebrancher une, par exemple. Il doit être capable de brancher une électrovanne, etc. Bon. Là, les spécialistes savent bien définir leurs besoins dans ce domaine-là. Et donc, en fait, c'est ce qu'on peut appeler le positionnement du candidat, c'est-à-dire qu'on va, par rapport au référentiel qu'on s'est défini des capacités qu'il doit être capable de, eh bien, on va évaluer ce dont le candidat est déjà capable au démarrage. Et vous avez compris, la formation qu'on va lui donner, ça consistera à déterminer l'écart entre ce qu'il est capable de faire et notre référentiel et construire la formation sur les compétences à acquérir, c'est-à-dire ce qui lui manque. Et là, en fait, le plan de formation va dépendre complètement du candidat, qu'il soit interne ou externe, hein, ça peut être quelqu'un d'interne à l'entreprise, mais le plan de formation va dépendre vraiment de l'objectif final et de la situation initiale du candidat, qui peut très bien avoir un bac+5, mais ne pas être capable de faire ce qu'on attend de lui. Voilà, donc la cinquième étape, en fait, ce sera déterminer les compétences à acquérir. Pour un commercial international, ça peut être simplement un rafraîchissement des compétences linguistiques. Pour un automaticien, ça je l'ai vécu, c'est un cas réel, ça va être simplement de se dire, dans votre carrière, vous n'avez pas utilisé le langage de programmation de tel automate, eh bien, votre formation va intégrer une formation au nouveau langage de l'automate. Cette formation pouvant d'ailleurs être interne ou externe, pourra être sous-traitée parfaitement, puisque là, on a parfaitement défini les objectifs. Voilà, donc cette phase 1, en fait, on a bien déterminé les compétences à acquérir, c'est-à-dire que pour chaque candidat, et on peut par exemple avoir plusieurs candidats pour un poste, et on peut avoir déterminé les compétences à acquérir pour chacun. Deuxième étape, concevoir le parcours de formation. Donc en fait, là, on sait où on veut aller, et c'était, à mon avis, la phase principale, c'était de savoir où on veut aller, d'avoir quantifié le volume, etc. Et maintenant, on va planifier l'acquisition des compétences, inventorier les ressources nécessaires pour cette formation et éventuellement expliciter le rôle du tuteur et le former. Donc, la première chose à faire, c'est donc de planifier l'acquisition. En fait, former quelqu'un, c'est pas le mettre comme ça dans un atelier puis lui dire tu regardes. C'est établir les étapes qu'il va devoir suivre pour acquérir les compétences qui lui manquent. En particulier, tenir compte des antériorités. Pour acquérir une compétence sur les électrovannes, peut-être faut-il avoir déjà un niveau requis en électromécanique. Exemple comme ça. Donc, en fait, il va falloir fixer les méthodes pédagogiques, c'est-à-dire comment je vais permettre à mon apprenant d'acquérir la compétence. Donc là, les méthodes pédagogiques, je vous
je vous conseille, si vous êtes intéressé par le sujet, d'aller voir sur Internet. Je vais pas vous faire un cours sur les méthodes pédagogiques, mais je vais vous donner simplement 3 exemples. Il y a l'exemple de la magistrale. Donc la méthode magistrale, c'est un prof, c'est ce que je suis en train de faire, un prof, un élève, et il explique au tableau. Voilà, c'est un peu ce qu'on trouve en amphithéâtre, etc. Il y a la méthode de l'observation, c'est-à-dire j'observe quelqu'un et après je suis capable de refaire. Et il y a les méthodes de reproduction du geste, par exemple pour former un chirurgien, etc. Donc là, voilà, toutes ces méthodes, je vous laisserai regarder par vous-même. Mais vous devez absolument, pour chaque étape de votre formation, dire comment on va procéder. Et il faut, à chaque étape de la formation, définir comment on va évaluer les acquis. Et ça, c'est souvent oublié. Et donc, on va se référer à ce qu'on a fait précédemment, à la phase 1. On va reprendre la phase 1 en disant, à l'issue de cette première étape, il doit être capable de, et on va faire un test. Le test, ça peut être un QCM. Quand je fais des formations sur les fibres textiles, à la fin, je fais un petit QCM où je donne quelques exemples, puis les gens me disent, ça c'est du coton, ça c'est de la laine, etc. On peut faire un exercice. Tiens, tu dois être capable de démonter une pièce, et tu le fais. On peut faire une mise en situation. Le permis de conduire, par exemple, c'est typiquement une évaluation par mise en situation réelle du candidat. On peut utiliser des simulateurs. On pense aux simulateurs de vol, mais moi je me souviens d'une formation où on a développé des simulateurs qui reproduisaient le fonctionnement d'une machine pour voir si les apprenants étaient capables, à partir de la plateforme de commande, de réagir correctement. Et on va écrire tout ça sous la forme de ce qu'on appelle un scénario pédagogique. Alors là, je vous ai mis un exemple qui est très très complet. Il est évident qu'il faut adapter votre scénario à votre contexte. Faut éviter évidemment les usines à gaz, mais avoir un certain nombre de lignes comme ça où on saura ce qu'il faut faire. Voilà. Par exemple, sur la phase 3, là, les cellules photoélectriques, situer les cellules photoélectriques sur une machine. On arrive, on met l'apprenant devant la machine, on lui dit voilà, repère-moi où sont les cellules photoélectriques de commande de cette machine. Et ça, c'est absolument important de l'écrire parce qu'en fait, ça va être le guide qui va permettre d'une part à l'apprenant de s'y retrouver sur où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend, et puis le formateur, voire le tuteur, lui permettre lui d'avoir un outil de pilotage du process. Donc maintenant que nous avons donc fait notre scénario, on va se poser la question de savoir qui va former, quelles sont les ressources dont on a besoin. Alors vous remarquerez que dans le processus que je vous décris, on ne part pas du formateur pour dire ce qu'il faut faire, on part du besoin de l'apprenant. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver face à un besoin qu'on n'est pas capable de satisfaire en interne, et là on fera appel à de la formation externe. Donc on va inventorier les ressources nécessaires. Alors quelles sont les ressources? Souvent on va avoir besoin d'un tuteur, c'est-à-dire une personne qui va être responsable de l'articulation de tous ces éléments-là. On va avoir besoin de formateurs internes, externes. On va avoir besoin de ressources matérielles. Si vous voulez former quelqu'un sur une machine et que vous avez besoin, par exemple, de redémarrer la machine, il faut vous assurer qu'en production, on aura la possibilité d'arrêter de redémarrer les machines. Vous avez des processus continus, c'est très compliqué. Donc, il va bien falloir inventorier ces outils-là. On peut avoir besoin de logiciels. Si vous voulez former quelqu'un tout simplement à Excel, mais qu'on se rend compte que la personne n'a pas Excel, il va falloir se procurer la bonne version. Et au sujet des versions, moi j'ai déjà par exemple été confronté au problème de la version, c'est-à-dire qu'on veut former quelqu'un à la version d'un logiciel, mais elle n'est pas disponible sur la machine. Donc préalablement, il faut bien s'assurer que les ressources informatiques sont disponibles. Et puis il y a tous les équipements dont on peut avoir besoin pour faire la formation. Donc là, il faut le lister. Il n'y a pas 25 façons de procéder, il faut lister pour être sûr que le jour où on fait la formation, si on a prévu que mardi à 9 h, on est en formation sur ce sujet-là, on ait bien les ressources. Et puis, je pense que sur des formations un petit peu importantes, on va avoir besoin d'un tuteur. Alors, le tuteur, son rôle, ça va être principalement de jouer le chef d'orchestre de la formation, donc d'être le référent de tous ces acteurs. Alors, si la formation est simple, le formateur sera le tuteur. Par contre, si la formation est complexe, qu'elle fait appel à plusieurs ressources, à plusieurs formateurs, le tuteur, lui, va avoir comme rôle de piloter tout ça. Il va s'appuyer sur le scénario qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Le tuteur va être chargé de suivre si les phases sont bien suivies. Il va être capable de s'assurer que les formations, les
les vérifications de compétences, donc les évaluations sont bien faites conformément à ce qu'on attend. Et éventuellement, il faudra le former parce qu'en fait, le rôle de tuteur, ça ne s'improvise pas et c'est un rôle fondamental dans l'articulation d'un parcours de formation. Je répète que le tuteur peut ou ne pas être un des formateurs. Le tuteur peut être la DRH, par exemple, qui va s'assurer que tout se passe bien conformément au plan. En fait, on est typiquement dans un processus où on pilote un processus, en fait, pour ceux qui ont suivi mon premier webinaire. La phase 3, c'est la plus simple. Hein. On va mettre en œuvre la formation. En fait, on a passé beaucoup de temps à prévoir et maintenant, on va mettre en œuvre. Donc, la première des étapes, c'est de mettre en œuvre la formation et de checker, donc mettre en œuvre le scénario. On a prévu toutes les dates, etc. On va dérouler le scénario. Il est évident que chacun des formateurs, y compris les formateurs extérieurs, ont eu connaissance du scénario, savent à quel moment ils interviennent, sur quelles compétences, comment évaluer les compétences. Et là, j'insiste un peu sur l'évaluation des acquis partiels. C'est-à-dire que dans le scénario, on a bien écrit comment on allait valider les acquis à chaque étape. Et donc, il faut absolument suivre ce scénario. Si à la fin d'une étape, sur une machine, on a un petit QCM à la fin, eh bien là, il est indispensable pour le formateur de faire passer le QCM. Ensuite, comme la formation se déroule, donc là maintenant on est dans le temps, on peut être sur une période de 6 mois, hein, une intégration ça peut durer 6 mois, tout dépend du départ et de l'arrivée. Hein. On va checker régulièrement la formation, donc là le tuteur a un rôle important, c'est de suivre. Hein. Il peut faire le point une fois par semaine avec l'apprenant et puis les profs et puis les formateurs. Et puis, on va ajuster, améliorer, c'est-à-dire on ne va pas attendre que ça se finisse. On va tester la motivation de notre candidat. Est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça satisfait tes besoins? Parce que les besoins en formation, c'est aussi ceux du candidat. Et la dernière étape, qui va être la plus simple, en fait, c'est qu'on va valider les acquis en fin de formation. Donc là, trois éléments. Un, passer en revue toutes les évaluations intermédiaires. Est-ce qu'elles ont bien eu lieu? Est-ce qu'elles ont donné satisfaction, etc. Éventuellement, dans certains cas, on peut très bien imaginer de faire une évaluation finale, faire un examen final. C'est ce qui se passe au permis de conduire, hein, par exemple. Et puis, corriger, reprendre les modules défaillants, éventuellement, s'attacher à voir où est-ce que ça a pêché, est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas bien identifié, de façon à corriger le tir le plus rapidement possible. Nous arrivons à la phase 4, en fait, qui est faire le bilan et capitaliser. Il est essentiel dans un processus comme celui-là de capitaliser, de mémoriser les résultats, tout simplement parce qu'on peut avoir besoin de reproduire ou au moins reproduire la méthodologie. Donc là, c'est en général une réunion de fin de formation. Moi, je l'ai déjà vécu personnellement. Hein. Donc, on réunit l'apprenant, le bénéficiaire de la formation, on réunit le tuteur, la DRH, les formateurs. Et puis, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui est satisfaisant, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Et on va formaliser la méthode, éventuellement le processus de formation, revenir au scénario, le corriger, etc. Et puis donc, garder ça en mémoire, de façon à pouvoir faire un dupliqué ou éventuellement utiliser la méthodologie pour méthodologie améliorée, éventuellement, quand on aura quelqu'un d'autre à former. Alors en fait, on se rend compte que la formation, c'est un projet, en fait, c'est de la gestion de projet. Tiens, on pourrait faire un webinaire un jour sur la gestion de projet. Et en fait, souvent, on se dit, on prépare, on fait, on check, et puis on ajuste, c'est le fameux PDCA, donc pour tous ceux qui ont fait un peu de qualité. Donc en fait, souvent, on se dit, on va planifier, et puis on va consacrer des ressources, etc. Et en fait, un des consultants avec lesquels je travaillais me disait, en fait, il faut toujours prévoir de passer beaucoup plus de temps sur la préparation que sur l'action. Et en fait, il me disait, lui, en général, la préparation, c'est 50% d'un projet. Donc, dans une formation, il faut toujours prévoir beaucoup de temps pour la préparer. En fait, la clé de la réussite, elle est là. La clé de la réussite, elle va être de travailler avec l'apprenant, avec la nouvelle recrue, etc., de bien planifier la formation, qu'elle réponde à la fois aux besoins de la nouvelle recrue, donc de l'apprenant, et puis de l'entreprise, puisque c'est quand même quelque part un mariage qu'on prépare.
Et donc, toujours passer beaucoup plus de temps sur la préparation. Après, quand un projet est bien ficelé dès le départ, quand une formation est bien préparée, on a 95% de chances qu'elle se passe bien et qu'à la suite de la formation, tout le monde soit satisfait, à la fois le recruteur et le recruté. Et en fait, pour ça, je pense que dans la majorité des cas, ce qu'il manque, c'est de définir correctement les objectifs évaluables de la formation. Voilà. Donc en fait, la formation, c'est un processus qui obéit, comme tous les processus, à la règle de base. Fixons des objectifs évaluables, checkons donc par des évaluations intermédiaires, de façon à nous assurer que notre formation, elle correspond bien à la fois aux objectifs de l'entreprise et surtout maintenant, c'est de plus en plus fréquent, aux objectifs de la personne qu'on recrute. Voilà. Donc en fait, ce processus de formation va faciliter l'intégration puisque tout au long de son process, on aura un guide sous la forme du scénario pédagogique qui va permettre à notre apprenant de ne pas lâcher prise, de s'attacher. Et il faut savoir que dans le cadre des certifications d'organismes de formation, en particulier pour les formations en alternance, c'est un sujet fondamental que d'avoir cette articulation, ce scénario et ces objectifs concrets et mesurables. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vais repasser en mode écran de façon à pouvoir répondre éventuellement à vos questions si besoin. Voilà, donc si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez m'appeler. Si vous êtes dans le cas où vous avez besoin qu'on vous aide sur définir une formation. Alors, je vous rappelle que la méthodologie que je vous ai donnée, elle est quasiment exhaustive. Elle peut être évidemment adaptée à votre cas, si c'est une petite formation ou si c'est une formation de très longue durée. On va adapter à chaque fois le scénario aux besoins des participants et aux besoins de l'entreprise. Je vois une question qui me paraît intéressante, Jean-Philippe. Concernant le programme de formation que j'ai noté tout à l'heure, tu disais qu'il était important de faire l'inventaire exhaustif des compétences nécessaires, alors que ce n'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Alors oui, je vais revenir là-dessus, d'autant plus que je pense qu'il est important de s'attacher à faire un inventaire exhaustif, tout simplement pour ne pas avoir de surprise ultérieure. Par contre, le programme de formation initiale, c'est-à-dire la première étape, n'est pas obligé de couvrir l'exhaustivité de ces… En fait, on peut très bien, je prends le cas d'un recrutement, on peut très bien se dire, bon, pour commencer à travailler chez nous, il faut vraiment avoir ça, 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 ça. Donc là, on va faire la liste exhaustive et parmi tous les critères, tous les éléments, on va pouvoir choisir ceux qui sont indispensables pour commencer à travailler. Et après, on peut très bien diluer dans le temps, au fur et à mesure. On peut très bien aussi demander à l'apprenant de faire de l'auto-formation. Il existe aujourd'hui des outils fantastiques, des webinaires et des outils en ligne qui permettent éventuellement à l'apprenant de continuer sa formation. Mais je pense que dès le début, pour éviter de se retrouver face à la problématique du genre « on n'avait pas vu que monsieur Intel, il ne savait pas faire ça et ça indispensable », il faut être exhaustif, le plus possible. Mais je n'ai pas tellement de soucis là-dessus parce qu'en fait, les utilisateurs de la formation, c'est-à-dire généralement les cadres et les états qui vont travailler avec la personne, savent très bien de quoi il s'agit. Et ils vont être capables de faire la… Normalement, si l'entreprise est dans une démarche qualité de RSE, elle a déjà fait un inventaire, puisqu'il y a des fiches de fonction qui existent généralement, des fiches de tâches, etc. Donc, elle a déjà fait un inventaire plus ou moins, il n'est pas forcément libellé sous forme de capacité, mais il existe généralement dans les entreprises. Et je vois aussi une question relative au scénario pédagogique. Moi, j'ai souvent vu dans ma carrière des programmes d'accompagnement pour une prise de poste, rarement un scénario pédagogique qui corresponde à l'arrivée d'un collaborateur. Est-ce que tu pourrais revenir aussi là-dessus? Oui, alors le scénario pédagogique, en fait, d'abord, on peut en avoir autant que de besoins, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'arranger pour l'adapter aux besoins. Celui que je vous ai montré, c'était quand même de l'ingénierie de formation assez haut niveau, pour un client d'ailleurs. En fait, l'intérêt du scénario pédagogique, alors qu'il soit petit, grand, peu importe sa forme, c'est de caler dans le temps l'acquisition des compétences. Et je pense que le simple fait de l'écrire, de prendre un tableur Excel et puis de commencer à écrire bon, quelle est la première phase, quelle est la deuxième phase, etc., et de se donner des deadlines, enfin des dates,
C'est hyper important. J'ai pris l'exemple tout à l'heure qui est quand même fondamental. Si vous avez à faire une formation de quelqu'un en maintenance sur un processus continu, donc un processus où vous ne pouvez pas, par exemple, de l'injection plastique à la continue, etc., vous ne pouvez pas arrêter la machine comme ça, sans rien dire à personne, et la redémarrer en disant « tiens, je simule une panne ». Ça veut dire qu'il faut absolument que dans votre scénario, les acteurs de terrain sachent que la semaine 25, on aura besoin d'eux. Et peut-être ça va être calé à un moment donné où on fait de la maintenance de la machine parce qu'on peut l'arrêter. En fait, il faut absolument éviter que le formateur et puis l'apprenant, ils débarquent sur le terrain en disant « bon, écoute, j'aurais besoin de ça, est-ce que tu peux… » Non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut planifier les choses. Après, le niveau de détail de votre scénario dépendra de votre besoin et de votre activité. D'accord. Donc, un programme d'accompagnement pourrait éventuellement être envisagé plutôt qu'un scénario pédagogique. En fait, le programme d'accompagnement, il suffit de mettre ça dans un tableau et de mettre les dates à laquelle on va faire les étapes. Et ça devient du scénario. Donc, il faut… Un programme, souvent, ça cet inconvénient de dire quoi, mais pas tellement comment, et les outils, etc. Vous avez besoin à un moment donné d'outillage. Il faut absolument que l'outillage soit disponible pour apprendre à s'en servir. Je prends un exemple issu du vécu. À un moment donné, en maintenance, on travaille sur l'étalonnage des instruments. On a besoin des cales étalons. Ah bah oui, mais les cales étalons, il fallait le dire avant, parce qu'en fait, elles sont au coffre, parce que tu comprends, elles nous servent de référence. Bon, si vous n'avez pas prévu que telle date, il fallait qu'on puisse y accéder, on ne peut pas faire la formation. Et il n'y a rien de plus frustrant pour l'apprenant comme le formateur, qu'au moment où on a besoin de l'outillage, ils ne sont pas disponibles. C'est intéressant, ça nous donne des clés. Encore une question. Tu disais aussi tout à l'heure qu'il fallait absolument nommer et former un tuteur. Ça me paraît intéressant, mais c'est vrai que j'ai rarement vu dans les entreprises la formation du tuteur en question. En fait, on a rarement vu dans les entreprises une formation qui réponde vraiment aux exigences des processus de formation. En fait, souvent, les formations, elles sont assez… ça vient comme je te pousse, on va bien y arriver, etc. Tout à l'heure, quand on préparait ce webinaire, tu me disais qu'aujourd'hui, les jeunes sont très exigeants sur les conditions d'entrée dans les entreprises. Et je pense que les entreprises vont devoir faire attention à leur intégration. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens compétents qui ont du choix. Et donc, il va falloir vraiment utiliser la formation comme un outil d'intégration. Et le tuteur, en fait, alors si votre formation ne concerne qu'un formateur, le formateur va être le tuteur. Mais dès lors qu'on aura besoin d'articuler la formation entre plusieurs formateurs, il faudra quelqu'un qui prenne un peu de recul, qui ait un peu de compétence sur ce que c'est que la formation, parce que ce que je vous ai dit là, tous les formateurs improvisés d'entreprise ne maîtrisent pas. Or, le tuteur, lui, doit le maîtriser. Donc, en fait, il faudra former un peu le tuteur sur les méthodes pédagogiques, etc., pour qu'il soit partie prenante et qu'il soit vraiment… Moi, je parle vraiment de chef d'orchestre, en fait. Le chef d'orchestre, il donne le tempo, il respecte la partition, c'est lui qui imprime le rythme. Et donc, je pense que le tuteur a un rôle fondamental. Alors, évidemment, s'il n'y a qu'un formateur, parce que c'est une formation courte, etc., on n'a pas besoin d'aller au rôle de tuteur, mais le formateur devra quand même apprendre certaines choses pour éviter qu'il ne considère que son rôle, c'est simplement d'être accompagné dans l'atelier. Est-ce que ça répond à ta question, Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Pour savoir, d'ailleurs, il existe un titre professionnel de tuteur en formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un diplôme reconnu, le rôle de tuteur. D'accord. Preuve que c'est important. Bien, mais si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vous remercie personnellement, et Nathalie aussi, bien sûr, pour votre participation. Nous sommes tous les deux à votre disposition. Donc, si je résume, Nathalie est surtout sur la compétence RSE. Moi, je suis surtout sur la compétence process, donc comment aller dans la RSE, mais utiliser les process pour ça. Et donc, je vous encourage soit à échanger avec nous sur LinkedIn, sur la plateforme, etc. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont à votre disposition. Merci Jean-Philippe, merci à Nathalie. tous. Très belle fin de journée à vous et à bientôt. Au revoir.